Bonjour! Pour cette dernière vidéo consacrée au socle minimal de programmation de l'Arduino, on va parler du moniteur série et des fonctions. Le moniteur série de l'Arduino est un outil très utile qui permet de communiquer entre l'ordinateur et la carte Arduino via le port série, émulé en USB. Il sert principalement à afficher des messages de débogage, lire des données envoyées par des capteurs ou envoyer des commandes depuis le clavier vers la carte. On va voir les principales commandes. Alors vous remarquerez que le mot serial commence avec une majuscule. Serial begin avec une vitesse pour paramètre qui sert à initialiser la communication série avec une vitesse en baux. Alors il y a une petite différence entre le débit en baux et le débit en bits par seconde. Le débit en baux calcule le nombre de changements de signaux par seconde, alors que le débit en bits ou bits par seconde mesure le nombre de bits transmis par seconde. C'est parfois quasiment identique, mais pas toujours. L'un mesurant de l'analogique et l'autre du numérique. Les valeurs les plus courantes sont 9600 et 115200, le débit indiqué devant être identique à celui paramétré dans le moniteur série de l'IDE Arduino. A noter que celle-ci est très optimiste, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 millions de baux. Alors il faut savoir que une liaison série est très sensible aux parasites, et plus la longueur de câble augmente et plus le débit doit être bas. Donc il vaudra mieux rester prudemment à 9600 baux, voire à 115200, pour être tranquille. Alors pour écrire des données, on a serial print pour envoyer une donnée sans retour à la ligne, serial print ln qui envoie une donnée suivie d'un retour à la ligne, et serial write pour envoyer des octets bruts et qui est utile pour envoyer des caractères ASCII. Pour lire les données envoyées depuis le clavier, on a serial available qui renvoie le nombre de caractères disponibles à lire. Donc on le teste pour savoir s'il y a quelque chose à lire. On a serial read qui lit un seul caractère, un code ASCII, reçu sur le port série. Et on a serial read string qui lit tout ce qui est reçu jusqu'à un délai de timeout et le convertit en chaîne de caractères de type string. Et donc serial set timeout avec un temps en millisecondes définit le temps d'attente pour les fonctions comme readString. Dans cet exemple, on commence par initialiser la liaison avec serial begin. On met un petit délai pour laisser le temps à la liaison de s'établir et on va afficher du texte avec les serial print dans le setup. Et dans le loop, on va lire ce qui arrive sur la liaison. On attend qu'il y ait des caractères à lire avec serial available qui doit être supérieur à 0. Et on lit la chaîne qui va jusqu'au retour chariot, les caractères tapés n'étant envoyés qu'à ce moment. On va téléverser le code de l'exemple dans l'Arduino et on ouvre le moniteur série. On vérifie que la vitesse est bien celle qui a été initialisée avec le serial begin et on appuie sur le bouton Reset de l'Arduino pour relancer le programme. Les deux lignes des serial print du setup s'affichent et on tape notre message au clavier. On voit qu'il y a un petit temps entre le moment où on envoie la ligne de texte et celui où elle s'affiche. Il ne faut pas oublier que la liaison série est lente et que le petit processeur 8 bits de l'Arduino ne tourne qu'à 16 MHz. Donc on est sur une configuration des années 70-80. Ici, ce sont les commandes du moniteur série avec le réglage de la vitesse. À côté, on a le comportement de la ligne de saisie lorsqu'on appuie sur la touche Entrée du clavier. Un bouton pour activer ou non le défilement automatique dans la fenêtre du moniteur série, une possibilité d'horodatage, un bouton pour effacer l'écran de sortie, et ici pour fermer le moniteur série. On peut l'activer soit en passant par le menu Outils, soit par le bouton direct en haut de l'écran.
Voilà pour l'utilisation de ce composant essentiel de l'IDE Arduino. Et pour finir, on va voir les fonctions qui sont un élément essentiel en programmation. Une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. Elles permettent d'éviter de répéter les mêmes blocs de code à plusieurs endroits. On regroupe ce code dans une fonction qu'on pourra appeler quand on en aura besoin. Il y a deux familles de fonctions selon qu'elles utilisent des arguments ou non. Les arguments sont des variables qu'on va passer à la fonction. Ils ont un type spécifique qui doit être indiqué dans la déclaration de la fonction, comme ici dans la fonction allumer LED. On passe le numéro de la broche PIN qui est un entier et la durée d'allumage de la LED avec durée qui est aussi un entier. Donc ils sont tous les deux de type INT. Notez que durée s'écrit sans accent et que pour PIN on aurait dû mettre un entier 8 bits seulement, donc un UINT 8_T. L'appel de la fonction passe les arguments par valeur. Alors il faut quand même dire que les arguments peuvent être passés par valeur comme ici, et dans ce cas les modifications à l'intérieur de la fonction n'affectent pas la variable d'origine, mais ils peuvent aussi être passés par référence, et dans ce cas le compilateur passe en fait l'adresse de la variable, et les modifications dans la fonction affectent la valeur de la variable d'origine. Vous noterez la différence de syntaxe avec le INTX simple, quand on passe par valeur, et l'utilisation du signe « et », le ET commercial, qui répond aussi au doux nom d'Esperluette. Donc dans un premier temps, et sans besoin particulier, il vaut mieux passer les arguments par valeur, car c'est un grand pourvoyeur de bugs dans les programmes. Là, ce sont les types d'arguments qu'on peut passer. Alors il y a les types simples, INT, float, bol, char, etc. Mais on peut aussi passer des tableaux ou des structures qui sont un type de données défini par l'utilisateur et qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pour être complet, il faut aussi mentionner qu'on peut aussi passer des pointeurs ou des objets qui dérivent de classes, et qu'on avait brièvement décrit dans la deuxième vidéo. Pour ce qui est des pointeurs, je vais juste dire que c'est l'adresse mémoire d'une variable. Une variable normale contient une valeur, mais un pointeur contient l'adresse où est stockée la valeur d'une variable, ce qui permet, entre autres, de modifier une variable dans une fonction en passant son pointeur. Mais je n'en dirai pas plus ici car ça sort du cadre de ces vidéos. Les pointeurs sont un élément essentiel en programmation système, mais aussi en assembleur. On pourra en parler un jour s'il y avait de la demande pour ce type de programmation plus avancée, car la programmation système et l'assembleur étaient ma spécialité. Les fonctions avec ou sans argument peuvent aussi ne rien retourner. Elles se contentent d'effectuer une action, mais elles peuvent aussi renvoyer une valeur. Les fonctions sans retour sont déclarées avec le mot-clé void, qui signifie vide. C'est par exemple le cas de la fonction loop, qui constitue le cœur du programme Arduino. On peut donc avoir 4 types de fonctions. Les fonctions sans argument et sans retour, comme ici une fonction qui allume une LED pendant une seconde. L'appel se fait par le nom de la fonction avec des parenthèses vides. Les fonctions avec argument et toujours sans retour, comme ici la fonction qui fait clignoter une LED pendant un temps qu'on passe en argument. Les fonctions avec argument et avec retour, elles effectuent un calcul ou une action et renvoient le résultat, comme ici la fonction addition qui a comme argument les deux entiers qu'on veut additionner et qui renvoie le résultat. Et enfin, on peut avoir une fonction sans argument, mais qui renvoie une valeur en retour, comme ici pour lire une température depuis un capteur. On utilise une variable temp de type float qui va contenir la température renvoyée par la fonction en retour. Le type retour, ici c'est float, devant correspondre à ce que la fonction doit renvoyer. Le mot-clé return est obligatoire et une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur, mais on peut parfaitement utiliser une structure qui contient plusieurs valeurs ou encore un tableau. Dans cet exemple, on a défini une structure appelée capteur et qui contient une valeur de température et une autre d'humidité déclarée avec deux entiers 16 bits. La déclaration de la fonction qui s'appelle lireCapteur a la structure capteur comme type. À l'intérieur de la fonction,
on déclare la variable C qui est du type capteur. Donc la structure qu'on a définie au début du programme et qui comporte deux variables qui s'appellent C.température et C.humidité. C.température va lire la valeur présente sur la broche à 0 et C.humidité celle de la broche à 1. La fonction est appelée dans le void setup pour n'être affichée qu'une seule fois sur le moniteur série. Une nouvelle variable appelée mesure et qui est du type capteur sert pour l'appel de la fonction. Et on récupère en retour les variables mesure.température et mesure.humidité. Alors prenez bien le temps de comprendre ces appels de fonction et l'utilisation des structures définies par l'utilisateur, car ce sont des éléments essentiels en programmation. Je ne vais pas parler des appels de fonction avec un objet dérivé de classe comme argument, car d'une part, on n'en aura pas besoin dans le code de l'ascenseur, mais en plus, il faudrait parler aussi des concepts d'héritage et de polymorphisme qui sont à la base de la programmation orientée objet. Donc sachez que ça existe et ça suffira pour le moment. Dans ce dernier exemple, on va voir un code qui va appeler 4 fonctions successivement pour allumer une LED, la faire clignoter, lire une température sur un capteur et réaliser une addition. On commence par initialiser la broche de la LED en sortie, puis on appelle les 3 fonctions successivement dans un cycle qui va se répéter toutes les 2 secondes. Là, on voit la fonction allumer LED qui est sans argument et sans retour. Elle n'effectue qu'une action, allumer la LED. La fonction clignoter qui a une valeur de durée comme argument pour faire clignoter la LED, elle ne renvoie rien non plus. La fonction lire température n'a pas d'argument mais renvoie une valeur. Remarquez que les variables valeur brute, tension et température sont des variables locales qui n'ont d'existence que dans la fonction où elles sont déclarées. La variable température sert à effectuer le calcul qui convertit en température la tension lue sur la broche A0 du capteur. C'est elle qui est renvoyée en retour par return. Et donc au niveau de l'appel, lire température aura cette valeur. Et enfin, une dernière fonction avec 2 entiers à additionner comme argument et qui retourne le résultat. On regarde comment ces fonctions sont appelées. Allumer LED, qui est sans argument et ne renvoie rien, est appelé simplement par son nom avec des parenthèses vides. Clignoter a une durée de 300 millisecondes comme argument entre parenthèses. Comme elle ne renvoie rien, on l'appelle uniquement par son nom. Pour la fonction lire température, les parenthèses sont vides car il n'y a pas d'argument à passer à la fonction. Par contre, on initialise une variable appelée temp et qui va contenir la valeur renvoyée par la fonction. Mais notez qu'on aurait pu aussi se passer de la variable temp et écrire directement serial print entre parenthèses lire température où l'appel de la fonction remplace la variable. Et pour la fonction addition, on passe les 2 nombres additionnés en argument et on initialise aussi une variable appelée somme et qui contiendra la valeur en retour de la fonction. Les arguments sont passés ici sous forme de constantes, mais on aurait aussi pu passer des variables, sachant qu'elles doivent être du même type que ce qui est attendu dans la fonction. Donc ici des entiers type int. Et même chose ici, où on pouvait se passer de la variable somme. Il faut toujours privilégier ce type d'écriture qui est plus concis et qui économise les octets des variables. Et enfin, on voit qu'au niveau de la fonction lire température, on pouvait tout simplement se passer des 3 variables, valeur brute, tension et température, en réécrivant le calcul simplement avec analog read à 0. Mais là, je trouve que le premier style est plus clair et plus parlant quand on revient sur le code quelques temps plus tard. On voit tout de suite comment le calcul se fait, alors qu'avec la version compacte, c'est moins évident, mais plus efficace en termes de temps d'exécution et d'occupation mémoire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour du socle minimal à maîtriser pour pouvoir commencer à programmer en C++ Arduino. Ce que je vous conseille, c'est de récupérer des codes simples d'exemple et de les étudier, et d'essayer de les modifier en recompilant après chaque ligne modifiée. C'est un bon moyen de progresser. J'ai mis un lien vers un PDF qui reprend toutes les diapos de ces 5 vidéos et qui pourra vous servir d'aide-mémoire.
Dans les prochaines vidéos, on va commencer à voir des exemples de code qui se rapporteront à mon projet de gestion d'ascenseur pour train et qui sont basés sur le matériel du kit de démarrage Arduino. Il y aura la commande de moteur pas à pas, mais aussi la gestion de capteurs optiques et l'utilisation d'un écran LCD. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à apporter des précisions ou à corriger des bêtises que j'aurais pu dire. Et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. À bientôt!